Mesdames, Messieurs, bonjour, je me présente Patrick Desserteau, donc je suis membre du conseil de l'UNIS et président du cabinet Montfort et Bon à Paris. On attend quelques minutes parce que normalement j'intervenais avec Sébastien Wagner, qui est le directeur de projet de l'ANA et qui n'est pas encore arrivé, donc je ne sais pas s'il va venir. Donc on va peut-être attendre encore quelques minutes avant de commencer. Alors je vais quand même dire quelques mots. Oui. Comme on n'a qu'une heure. Alors comme on n'a qu'une heure, si ça n'ennuie personne ici, je vais commencer. S'il arrive, il prendra les choses en cours. Alors évidemment, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas là. Pourquoi? Parce que l'ANA, vous savez, maintenant a centralisé donc les données qui concernent toutes les copropriétés en France avec le fameux registre. Et du coup, il aurait sans doute pu nous dire de manière plus précise quels sont les nombres de copropriétés qui sont concernées par ce que je vais vous dire, donc qui ont été profondément modifiés, puisque pour les copropriétés à 2 et les copropriétés de moins de 5 lots, une ordonnance a été promulguée le 30 octobre 2019 et est venue compléter et modifier un certain nombre de choses. Alors moi j'avais un constat, le problème c'est que les chiffres dont moi je dispose sont beaucoup moins précis que ce que pourrait nous dire l'ANA. 30% des copropriétés présentent moins de 10 lots principaux. Alors l'année dernière j'avais animé avec Agnès Lebatteux cette conférence sur les petites copropriétés. Du coup on ne savait pas trop qu'est-ce que c'était qu'une petite copropriété. Parce que très souvent on nous dit « Ah, on a une petite copropriété. » Mais pourquoi? On est 20, mais à l'Assemblée Générale, nous ne sommes que 5, ou 3, ou 2, parce que personne ne vient. Mais alors, est-ce que c'est une petite copropriété? Donc la question qui était posée à l'époque était assez imprécise, puisqu'on ne savait jamais de quoi on parlait. Donc l'ordonnance, pour ça, est venue préciser donc, des choses sur le sujet, et vous allez pouvoir voir si vous êtes concerné par les choses dont je parlerai après. Donc 2 thèmes principaux, la copropriété à 2 et les copropriétés de moins de 5 lots. C'est donc 2 sujets différents, pour que tout le monde comprenne, puisque dans une copropriété à 2, on n'est pas forcément limité par le nombre de lots, puisqu'en fait on dit 2 copropriétaires. Il peut y avoir plein de lots, mais on n'est que 2 copropriétaires. Il y a une différence entre cette notion-là et l'autre que j'expliquerai tout à l'heure, qui est la petite copropriété. Donc ce que je vous disais, voilà, 30% des copropriétés présentent moins de 10 lots principaux. En 2017, 15% des copropriétés seraient gérées par des syndics bénévoles contre 11% en 2012. Voilà. Donc du coup, vous savez que lorsqu'on est en petite copropriété, en fait, on a 3 façons de gérer. On peut faire appel à un syndic professionnel, comme je suis moi, sous contrat. On peut être le syndic bénévole, ou on peut être en syndic coopératif. Bon. Du coup, c'est 3 façons de gérer la copropriété. Je fais abstraction des syndicats de petite taille qui sont gérés par des syndics administrateurs ad hoc qui sont nommés parce qu'il y a une défaillance de syndic. Donc ça, c'est un 4e mode de fonctionnement, mais on n'en parle pas parce que c'est anecdotique. Alors pourquoi, quand on est sur une petite copropriété, on se tourne en général vers une gestion autonome? Parce que le coût du service imposé par un professionnel comme moi, par exemple, coûte assez cher, même si on a évidemment on apporte un service qui est relativement différent, voire très différent, puisque en fait c'est notre métier, on est assuré pour ça, on a des garanties financières, on a de l'expérience, de la compétence, etc., etc. Mais évidemment, on coûte un peu cher, et du coup, sur les petites copropriétés, on vient être le premier poste de dépense de l'immeuble. Alors l'ordonnance du 30 octobre 2019, elle était très attendue, notamment sur ces sujets-là, évidemment, parce qu'il y avait quand même pas mal de complications. Donc, c'est l'article 17 de cette ordonnance, donc de la loi qui était dédiée aux petites copropriétés, elle a été abrogée. Donc on définit les petites copropriétés. Donc là, pour que vous compreniez, une petite copropriété composée de 5 lots maximum, donc là on parle d'unités d'habitation. C'est-à-dire que si vous avez un logement
où il y a 4 ou 5 lots à l'intérieur qui ont été réunis pour faire un seul lot, enfin un seul lot d'habitation, on considère que c'est un lot principal. Donc on parle de 5 lots principaux. Ça peut être des boutiques, des appartements ou un commerce, mais au total 5. Et nous avons une nouvelle notion qui est où un budget prévisionnel moyen du syndicat sur une période de 3 exercices consécutifs en moyenne, qui est inférieur à 15 000 euros. Ça veut dire que toutes les petites copropriétés qui n'ont pas de chaufferie collective, qui n'ont pas d'équipement commun qui coûte beaucoup d'argent, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes considéré comme une petite copropriété, même si vous êtes plus que 5. Alors, est-ce que c'est bien clair? Là, on posera des questions à la fin, évidemment, si vous en avez, mais en cours de parcours, il faut bien que vous compreniez si vous êtes concerné par ce que je vais dire après, puisque là, du coup, on ne reviendra pas sur cette notion de petite copropriété. C'est clair pour tout le monde? Non. Excusez-moi. Comment s'apprécient les 15 000 euros? C'est 15 000 euros par an pendant 3 ans ou c'est 15 000 euros sur 3 ans? Alors, c'est une moyenne, c'est-à-dire que du coup, c'est basé sur un budget prévisionnel, puisque vous savez que maintenant, vous êtes obligé chaque année de soumettre à l'Assemblée générale un budget prévisionnel. Donc, c'est les dépenses courantes, annuelles, 15 000 euros. On fait une moyenne, parce que si sur un exercice, vous avez une petite dérive, vous dépensez un petit peu plus, etc., donc on fait 3 années, on divise par 3, et il faut que ça fasse moins de 15 000. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde, ça? Ouais. Alors voilà, donc les nouvelles règles à compter du 1er juin 2020. Pourquoi? Parce que l'ordonnance qui a été promulguée le 30 octobre 2019 donc, a mis en application les nouvelles dispositions à compter du 1er juin 2020. Donc même si aujourd'hui on sait que ça existe, pour l'instant, jusqu'à cette date, on applique l'ancienne réglementation. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les petites copropriétés? Pour le conseil syndical, le syndicat n'est pas obligé d'en constituer un. Très souvent, on ne le faisait pas parce que c'est compliqué, personne ne veut s'en occuper, etc. Ou tout le monde y était. Très souvent, c'est ce que moi je remarquais dans les petites copropriétés, c'est qu'en fait, on avait tout le monde ou personne. Maintenant, vous n'êtes plus obligé d'en constituer une. Donc, plus de sujets, parce que souvent, c'est des débats qui n'en finissaient pas. Moi, je veux l'être. Enfin, ouais. La comptabilité en partie double. Alors là, vous savez que ça avait été instauré par le décret SRU sur la comptabilité. Donc la comptabilité des immeubles en copropriété, c'est quand même très précis, c'est très encadré. Et souvent, on constatait que les syndics bénévoles ne présentaient pas les comptes comme le prévoit la loi SRU, ce qui était vraiment une source de litige épouvantable, parce que tout le monde nous disait « Ah ben oui, vous avez vu, c'est présenté comme ça ». Alors évidemment, ce n'était pas présenté comme il fallait. Alors maintenant, en fait, vous serez un peu exonéré, parce qu'on dit la comptabilité en partie double est facultative, les engagements du syndicat peuvent être comptabilisés en fin d'exercice, donc vous n'êtes pas obligé de faire une comptabilité d'engagement. Donc on revient à l'ancienne méthode de comptabilité et de trésorerie qu'on avait, qui est donc quelque chose d'allégé pour celui qui se tape le boulot, parce qu'il y a quand même un syndic, évidemment, et quand il y a un syndic, il faut bien que les choses soient faites. Quand il est bénévole, c'est du travail, malgré tout. Alors, grande nouveauté, le compte bancaire séparé devient une obligation. Donc là, plus question d'utiliser son compte bancaire personnel pour le syndic bénévole. Vous êtes obligé d'ouvrir un compte bancaire séparé, dédié aux dépenses de la copropriété et aussi aux recettes. Donc ça, c'est une grosse nouveauté qui, pour moi, me choque pas du tout, puisque nous, on fonctionne sur des comptes séparés depuis très longtemps, y compris sur les petites copropriétés, justement pour des soucis de transparence. Comme ça, tout est bien clair. C'est beaucoup plus simple. Alors là, cette suppression intervient au 31 décembre 2020, ce qui permet donc aux syndics bénévoles de s'organiser d'ici là. Donc, il y a des petites nouveautés. Les décisions peuvent être prises à l'unanimité à l'occasion d'une consultation écrite, sauf celle relative au vote du budget prévisionnel et à l'approbation des comptes. Ça veut dire que dans une petite copropriété, vous aurez moins de formalisme. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord pour faire quelque chose, on fait une consultation écrite et les choses peuvent se faire.
Ce qui, quand même, nous permet d'avancer quand même plus facilement. Les copropriétaires peuvent être également consultés au cours d'une réunion. C'est-à-dire que quand il y a une réunion, si vous êtes tous d'accord pour faire un truc, vous n'êtes pas obligé d'attendre une assemblée suivante, reconvoquer, etc., faire tout un cinéma. Les choses peuvent être évoquées en réunion. Donc là, c'est une grande souplesse quand même que vous permet cette nouvelle ordonnance. Alors, opter pour un syndicat coopératif, c'est vrai que là, c'était une organisation un petit peu différente, assez peu utilisée finalement. Pourquoi? Parce que, en fait, pour que vous fassiez un syndicat coopératif, il fallait que ce soit prévu dans le règlement de copropriété. Or, c'était rarement le cas. Et du coup, maintenant, on a une solution puisque vous pourrez prendre une décision pour faire un syndicat coopératif, même si ce n'était pas prévu dans votre règlement de copropriété. C'est quand même une grande nouveauté. Donc là, si le syndicat a adopté la forme coopérative et n'a pas institué de conseil syndical, l'Assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, désigne le syndic parmi ses membres. Bon. Elle peut également désigner un syndic suppléant parmi les copropriétaires pour pallier un éventuel empêchement du syndic. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes syndic bénévole, pas en coopérative. Votre syndic disparaît, du coup il faut réunir une nouvelle assemblée, redésigner un syndic. Là, dans un syndic coopératif, c'est plus facile. Voilà, et le syndic et son suppléant sont révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée désigne une ou plusieurs personnes pour assurer le contrôle des comptes du syndicat, puisque ça c'était un des inconvénients du syndicat coopératif. Il fallait qu'on ait des gens qui supervisent la gestion des comptes, et du coup c'était un petit peu compliqué. Voilà, en cas d'empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l'immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut convoquer une assemblée. Ça, c'est une grande nouveauté. Parce que là, jusqu'à présent, vous ne pouviez pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas convoquer une assemblée. Il fallait réunir 25% des voix ou demander au syndic de le faire. Souvent, il ne le faisait pas parce que vous n'entendez pas forcément bien avec lui, etc. Peut convoquer une assemblée afin de désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la santé ou à la sécurité de ses occupants. Parce que ce qu'on voit souvent dans les syndics bénévoles, si vous voulez, c'est que bon, c'est pas des gens ils ont une grosse tâche, c'est vrai, mais moi souvent ce que j'entends, c'est que le syndic fait un peu ce qu'il veut. Et dans son coin, il convoque s'il a envie, il le fait, il le fait pas. Et c'était souvent source de conflit. C'est-à-dire que le copropriétaire qui était à côté, qui était lui pas syndic, ne pouvait pas convoquer une assemblée générale, ce qui était quand même vraiment incroyable. Bon. Du coup, on revient sur des choses plus faciles, justement pour vous permettre de gérer dans de meilleures conditions. Alors, pour le syndicat des copropriétaires à deux, alors, vous saviez que là, on avait, lorsqu'on était copropriétaire majoritaire, les voix que nous détenions, c'était l'article 21 de la loi, on avait le plafonnement des voix. C'est-à-dire que du coup, si vous aviez 90% de la copropriété, vous aviez un autre copropriétaire, les voix étaient ramenées au même pourcentage que votre copropriétaire, donc 10%, 10%. C'est-à-dire que toutes les décisions, en fait, devaient être prises à la majorité. La majorité, c'est quoi quand on est deux? C'est l'unanimité. Du coup, c'était une source de conflits permanentes. Et là, comme je le disais au début, le syndicat des copropriétaires à deux, c'est pas forcément un immeuble où il n'y a que de l'eau. Peut très bien être une famille où vous avez la tante et le neveu, le frère et la sœur. On a beaucoup d'immeubles sur Paris qui sont détenus à deux, avec souvent des conflits familiaux, etc. Du coup, on arrivait à des situations vraiment exaspérantes, puisque le copropriétaire qui avait 80% de l'immeuble ne pouvait même pas choisir son syndic. Il fallait qu'il soit d'accord avec celui qui avait 20%. Donc imaginez les sources de conflits. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, le syndic non professionnel peut solliciter l'autorisation de l'autre copropriétaire afin de déléguer à un tiers sa mission à une fin déterminée. Ça veut dire qu'on peut imaginer que dans une copropriété à deux, le syndic ne veuille pas tenir les comptes, par exemple. Du coup, il pourrait déléguer sa mission à quelqu'un qui préparerait les comptes. Ça pourrait être un syndic professionnel qui ne serait plus le syndic, mais qui serait juste celui qui fait les comptes, par exemple. Ça pourrait être un maître d'œuvre, ça peut être délégué à des tiers des missions qui sont bien précises. En cas de conflit d'intérêt du syndic non professionnel, l'autre copropriétaire peut exercer
une action contre le copropriétaire syndic en paiement des provisions sur charge dues au titre des articles 14.1 et 14.2. En l'absence ou de carence du syndic, cette action est ouverte à chacun des copropriétaires. Donc ça règle le problème des copropriétaires qui ne règlent pas ces charges, même s'il est syndic. Parce qu'il y a des syndics qui, du coup, prennent les provisions chez les autres, on ne sait pas trop comment ça s'organise. Enfin, des fois, ce n'est pas très clair. Donc là, du coup, maintenant, il y a une possibilité de transparence. Et alors, surtout, évidemment, la prise de décision est modifiée afin de remédier aux situations de blocage qui prévoit que les décisions de l'Assemblée relevant de la majorité simple ainsi que la désignation peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la majorité des voix. Donc si vous avez 60% et que vous n'êtes que 2, eh ben, vous pouvez choisir votre syndic. Il n'y a plus donc ces fameuses dispositions qui ramenaient le niveau de vos voix à celui des autres. Et la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins 2/3 des voix. Donc là, on vise les gens qui ont 66% des tantièmes. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Oui. Pardon? Dans le cadre d'une copropriété à 500. Alors, c'est assez rare parce qu'en fait, il faudrait tomber pile sur, si vous avez 1000 tantièmes, il faudrait que quelqu'un ait 500 tantièmes, l'autre 500 tantièmes. Bon, ça peut arriver. Là, du coup, vous retombez dans l'ancien dispositif où vous êtes obligé de prendre tout à l'unanimité. Ah ben non, alors attention, là on ne parle que de... Alors là, il faut bien que vous compreniez, on ne parle que des copropriétaires à 2. À partir du moment où vous avez 3 personnes, c'est plus dispositif qui s'applique. C'est limité aux copropriétés à 2. Puisque là, par exemple, c'était, alors pas l'indivision, puisqu'en fait, si vous êtes en indivision, c'est un autre régime qui s'applique, mais là, on parle de copropriété. Par exemple, vous avez une maison, et en fait, on l'a soumis au statut de la copropriété, votre frère a la moitié, et vous avez l'autre moitié. Ça arrive souvent, ça, c'est ça un peu la copropriété à 2, souvent, c'est ce genre de choses. Ça résulte d'un héritage ou des choses comme ça. Et là, on ne parle que des hypothèses où vous n'avez que 2 copropriétaires. Donc chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble, même si celles-ci ne sont pas urgentes, quel que soit son nombre de voix. Alors ça, c'est une grande nouveauté, parce que c'était impossible à faire avant, évidemment. Il fallait une décision d'Assemblée générale, une convocation régulière, que tout le monde soit d'accord, l'unanimité, puisque vous avez bien compris que c'était le régime antérieur lorsqu'on était 2, et du coup, c'était évidemment d'une grande complexité. Alors, et peuvent être prises sans réunion de l'Assemblée toutes les mesures conservatoires ainsi que les décisions mentionnées à l'article 41.16 à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution. Il doit le notifier à l'autre copropriétaire à peine d'inopposabilité. Voilà. Alors on continue donc sur le syndicat des copropriétaires à 2. Chaque copropriétaire contribue aux dépenses proportionnellement au code-part, donc ça, il n'y a rien de nouveau. Lorsqu'un copropriétaire fait l'avance des sommes, il peut obliger l'autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires. Parce que ce qu'on voyait souvent dans les copropriétés, c'est que quand on était exaspéré que les choses ne se faisaient pas, les copropriétaires les faisaient évidemment, parce qu'il fallait bien que ça se fasse, et du coup on n'arrivait jamais à les récupérer. Donc là maintenant, vous pouvez faire l'avance des sommes, et l'autre copropriétaire devra supporter, au prorata de ses tantièmes, évidemment, aux dépenses nécessaires. Les 2 copropriétaires peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre toutes les décisions dans les conditions mentionnées à l'article 41.15. Ça veut dire que là, vous pouvez faire ce qu'on appelle, nous, des assemblées spontanées. C'est-à-dire que du coup, vous êtes d'accord, vous êtes 2, vous vous mettez sur une table, vous signez un PV, c'est réglé. Plus besoin de convocation, plus besoin de toute cette complexité que nous avions avant. Alors ça, c'est évidemment une grande nouveauté. Parce que c'est vrai que ça simplifie le travail de tout le monde. On n'a plus besoin de justifier des délais de convocation s'ils avaient été bien respectés, si toutes les pièces étaient jointes. À partir du moment où on est d'accord, on fait une assemblée. Terminé, c'est dans le marbre. Chaque copropriétaire peut convoquer l'autre copropriétaire à une assemblée en lui notifiant les points à l'ordre du jour. Donc ça aussi, c'est une nouveauté, parce qu'avant, c'était que le syndic qui pouvait le faire. Donc pareil, du coup, là, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant pour les nouvelles copropriétés à 2. Contestation des décisions. Le copropriétaire peut contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Sauf urgence, l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai. Bon, ça, on a... Oui. Vous voulez poser une question, là ? Il me semble, d'après ce que vous dites, qu'en fait, lorsqu'il y a une copropriété à 2 copropriétaires, la présence du syndic, n'est plus nécessaire. Alors, justement, c'est vrai que ça dépend un peu de la complexité de l'immeuble, parce que si vous êtes dans une maison où vous n'êtes que 2, vous avez souvent très peu de parties communes, la toiture souvent, et souvent c'est vrai qu'en fait il n'y a pas de syndic. Donc, où il n'y a pas de syndic vraiment, il y a quelqu'un qui fait office de syndic, mais qui était tenu de respecter les lois, sauf à ne pas s'entendre. Il faut un représentant légal. Oui, non, mais bien sûr. De toute façon, non, mais là, dans cet esprit-là, il reste un syndic. Là, j'ai dit, il y a trois modes de fonctionnement. Là, c'est pareil. Pour la copropriété à 2, vous pouvez être régi par un syndic professionnel. Vous pouvez être en syndicat coopératif ou vous pouvez être avec un syndic bénévole. Mais de toute façon, il reste un syndic. Hein, voilà. Donc là, comme on l'a dit, le syndic, de toute façon, il est désigné à la majorité. Donc soit c'est un syndic bénévole, c'est l'un des 2 copropriétaires, soit il fait appel à un syndic professionnel. Moi, par exemple, à titre d'exemple, j'ai des copropriétés à 2 dont je gère l'immeuble. Mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément que 2 lots. Attention. 2 copropriétaires ne veulent pas dire 2 lots, hein, donc c'est pour ça que... Mais de toute façon, la notion de syndic, évidemment, existe toujours, forcément. Alors, le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l'administration et de la gestion de la copropriété tient un état des dépenses et créances laissées à disposition de l'autre copropriétaire. Bon, donc là, ça, je pense que c'est moins compliqué que le... Alors, une nouveauté aussi... qui a son intérêt. Pardon. Merci. Moi, je suis syndic bénévole d'une copropriété à 2 et le toit a besoin de travaux. J'ai envoyé un devis au mois de juin qui a été refusé, mais le copropriétaire, c'est une société qui loue plusieurs boutiques. C'est une boutique en dessous de chez moi qui ne m'appartient pas et donc la copropriété a refusé le devis, m'a dit qu'ils enverraient des professionnels à eux et depuis le mois de juin, il n'y a rien eu. Alors, je pense que du coup vous arrivez sur la fin de mon exposé sur l'intervention, puisque là c'est vrai que en fait ce dispositif, si vous voulez, même si vous arriviez à faire voter parce que vous êtes majoritaire, je ne sais pas si vous êtes majoritaire ou pas. Pardon ? Oui, donc vous êtes majoritaire. Donc là, maintenant, le système en fait est différent, puisque avant, du coup, vous étiez ramené aux voix de votre copropriétaire, donc vous deviez prendre les décisions ensemble. Maintenant, vous pouvez les imposer. Par contre, c'est vrai que quand on fait des travaux, ce qui compte, c'est pas forcément de prendre la décision, c'est aussi de pouvoir les financer. Parce que si on refait un toit et qu'on n'a pas l'argent, c'est bien beau d'avoir eu la décision, mais ça avance pas tellement. Parce que le couvreur que vous allez faire travailler, il va vous demander évidemment d'être payé pour ce qu'il a réalisé, ce qui est bien. Alors par contre, vous avez, et là c'était la fin de mon exposé sur ces nouvelles dispositions, l'intervention du juge pour préserver l'intérêt commun. Donc ça, vous seriez un peu dans ce cas, puisque en fait, si le toit a besoin d'être réparé, on est d'accord qu'on parle de l'intérêt commun, hein, puisque même pour celui qui est sur la boutique, le toit, c'est quand même ce qu'il a au-dessus de sa tête, même si c'est pas juste au-dessus de sa tête, mais c'est quand même important. Un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l'autre serait nécessaire. Si ce refus met en péril l'intérêt commun, l'acte passé dans les conditions fixées par le juge sera opposable à l'autre. Alors, il y avait aussi pas mal de litiges qui étaient latents entre 2 copropriétaires parce que souvent, on voulait reprendre un petit bout de couloir parce que c'était plus intéressant, etc. Alors, c'est vrai que souvent, c'était logique de faire comme ça, mais que les autres s'y opposaient parce qu'on ne s'entend pas toujours bien, surtout quand on est dans des petites copropriétés. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on pourra demander à un juge, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'en fait, vous ne pouviez pas faire quelque chose si l'autre n'était pas d'accord. Bon, parce qu'il y avait une majorité nécessaire. Alors donc là, c'est une nouveauté. Alors on verra si ça fait pas trop de contentieux, parce que ça, en fait, c'est une nouvelle ordonnance. Donc en fait, on ne sait pas tellement quels seront les litiges qui vont être créés après.
Est-ce qu'il y aura beaucoup de litiges sur ça ou pas? Parce que ça ne vise pas que les travaux, ça peut aussi, là on parle, préserver l'intérêt commun, c'est quand même très large, hein. Vous reconnaîtrez que c'est pas très précis. Alors, et là, la seconde phrase, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Donc là, c'est le cas, évidemment, de votre remarque. Il peut notamment autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du syndicat ou de l'autre copropriétaire une provision destinée à faire face aux besoins urgents en prescrivant aux besoins les conditions de l'emploi. Donc là, ça veut dire, madame, que si vous devez faire le toit et que vous avez pris la décision en Assemblée générale parce que vous êtes majoritaire, les travaux se font. S'ils ne payent pas, vous demandez au juge d'intervenir. Bon, parfois, on est obligé d'aller jusqu'à là, hein, mais bon. Je suppose que c'est vous le syndic. Vous êtes syndic bénévole? Oui. Bon, il faudra saisir le juge. Hein, c'est pas non plus. Il y a des solutions. La loi ne suffit pas elle-même pour trancher tous les litiges. Hein. Parfois, il faut aller devant le magistrat pour faire valoir ses droits. Ça arrive évidemment très souvent. Alors de même, l'aliénation d'une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande d'un copropriétaire disposant d'au moins 2/3 des tantièmes, conditions et modalités définies à l'article 815 du Code civil. Alors là, c'est une grande nouveauté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, pour mon bout de couloir, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'était pas du tout possible. Il fallait qu'on ait les 2/3 des voix, puisque c'était l'aliénation d'une partie commune non nécessaire à la préservation de l'immeuble. Donc 2/3 des voix, on ne pouvait pas l'avoir si on était majoritaire, puisqu'on était réduit aux mêmes voix que donc au mieux 50-50. Ça veut dire que pour acheter une partie commune quand on était 2, il fallait forcément l'unanimité. Ce qui maintenant, du coup, est possible à travers un juge. Donc on peut dire que comme toutes ces mesures, si vous voulez, peuvent permettre évidemment aux gens qui sont dans des petites copropriétés, alors je suppose que c'est le cas pour vous tous, puisque sinon vous ne seriez sans doute pas là, et du coup je pense quand même qu'elles vont vous permettre de gérer dans de meilleures conditions, d'alléger les conditions de majorité, d'assouplir les règles comptables, et surtout de mieux s'entendre en copropriété, parce qu'en fait quand même c'est bien de mieux vivre ensemble, c'est le slogan de notre syndicat, donc mieux vivre l'immobilier, c'est déjà mieux s'entendre. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci, monsieur. Donc c'est pour l'intérêt commun. Est-ce que l'aspect de l'immeuble, est-ce que ça peut entrer dans l'intérêt commun? Enfin, c'était un immeuble qui avant avait ces deux façades identiques et puis suite, il y a eu des travaux de fait, suite au choix de, il n'y a eu qu'une partie sur la rue, enfin une rue qui a été faite, l'autre non. En accord en l'Assemblée générale, et puis il y a eu décès après de personnes âgées, et puis après il n'y a plus de travaux, il y a eu vente, et des personnes ont gardé ont mis des fenêtres en aluminium au lieu de bois, et ont laissé les couleurs discordantes. Donc, on a deux façades maintenant qui sont différentes. Souvent, c'est ce qui arrive en copropriété, c'est que, évidemment, quand on est peu nombreux et que chacun fait son truc dans son coin, souvent, c'est celui qui était propriétaire du bâtiment A faisait ses travaux lui-même, celui qui était dans le bâtiment B le faisait, sans respect du règlement de copropriété s'il existait. Oui, il y avait une harmonie, mais ça, de toute façon, là, ça nuit forcément aux dispositions de votre règlement de copropriété, parce que ce qu'il faut bien voir, on le rappelait tout à l'heure de la notion de syndic, il existe la notion de syndic, mais aussi de règlement de copropriété. La copropriété à deux, ça ne veut pas dire que le règlement de copropriété est réduit à néant. Le règlement de copropriété continue à s'appliquer, et du coup, l'harmonie de la façade, etc., résulte des dispositions probablement de votre règlement de copropriété. Oui, mais peu importe le nombre que vous êtes, il y a quand même un document qui s'appelle le règlement de copropriété dans lequel forcément c'est prévu, certainement. Par contre, quand on parle d'intérêt commun, il faut préserver l'intérêt commun. Ça sera confié, c'est pour ça que je parlais de litige, parce que ce sera confié au juge qui est souverain dans l'interprétation de ce qu'il y a dans la loi. Donc qu'est-ce que ça va être l'intérêt commun? Bon, l'intérêt commun, là quand on parlait d'un toit qui fuit et qu'on doit réparer, je pense que là on est dans l'intérêt commun. Alors, est-ce que l'harmonie d'une façade, c'est de l'intérêt commun? Ça dépend sûrement des dispositions de votre règlement de copropriété sur l'harmonie des façades, sur la destination de l'immeuble, etc. Enfin là, ce sera après au juge d'apprécier chaque condition. Oui, monsieur. Oui, est-ce que ces dispositions sont d'application immédiate ou bien est-ce que le texte a prévu une date précise pour application de tout ou partie à une date ultérieure?
Alors, il me semble que je l'ai exposé au début. Donc, ces applications rentrent en ligne de compte au 1er juin 2020. Et pour le compte bancaire séparé, au 31 décembre 2020, donc 1er janvier 2021. Est-ce que dans une petite copropriété à deux, qui a maintenant 45 ans à peu près d'âge, les actes de vente, les actes ou d'achat, c'est comme on veut, auxquels sont joints des états descriptifs de division, mais il n'y a pas de règlement de copropriété. Est-ce qu'il est indispensable de faire un règlement de copropriété? Je l'ai réclamé à un moment, mais comme j'avais beau être majoritaire et avec ce système de 50-50 pour les deux copropriétaires, je n'ai jamais pu le faire adopter. Alors, est-ce que ça reste obligatoire? C'est-à-dire que le règlement de copropriété, il doit exister. Alors, parce que normalement, pour qu'une copropriété naisse, il y a un règlement de copropriété qui est publié à la conservation des hypothèques. Et ça, vous devriez assez facilement le retrouver, hein, parce que la conservation des hypothèques, elle garde tous les actes. Donc, à moins que... Je ne peux pas croire qu'il n'y ait qu'un état descriptif de division qui a été publié lorsque vous avez séparé la maison. Ah, il y a eu un état descriptif, mais pas de règlement de copropriété, c'est-à-dire pas d'acte administratif. Oui. Ben là, ce qui peut se passer, c'est que vous rédigez un règlement de copropriété et vous le soumettrez à l'Assemblée générale qui se prononcera. Alors du coup, là, si vous n'êtes que deux copropriétaires, les conditions de vote, on l'a dit, mais ce ne sera pas pour passer des choses qui viennent nuire à l'autre copropriétaire, on est d'accord, c'est juste pour mettre en harmonie un règlement de copropriété dans un immeuble. Ça, vous pourrez le faire comme dans tout autre immeuble. Propriétaire, c'est rattaché au tout à l'égout. Et seul. Et nous, il ne veut pas que. Et nous, de façon sauvage. Et nous, il ne veut pas qu'on se raccorde au tout à l'égout. Là, en fait, je ne peux pas résoudre les problèmes individuels parce qu'il faudrait qu'on consulte la documentation sur votre immeuble. Donc, en fait, je ne peux pas vous répondre précisément. Je reviens sur la contestation des décisions prises en Assemblée générale. Vous disiez que c'était possible dans un délai de 2 mois. Il ne faut pas que le copropriétaire soit absent pour que ça lui soit possible. C'est-à-dire que s'il était présent, il peut contester la décision. Là, on vise la décision qui est prise par un copropriétaire lorsque le copropriétaire fait lui-même les travaux qui servent à la conservation de l'immeuble. Puisque là, c'est une nouveauté. En fait, vous pouvez engager des travaux qui permettent de préserver l'intérêt commun sans avoir fait d'assemblée générale. Donc, en fait, c'est normal que vous le notifiez qu'il puisse contester. Hein, donc... Ah ben là, vous faites une assemblée spontanée, là, c'est ce qu'on a vu, là, c'est idéal. Ça, vraiment, c'est moi, je considère que c'est très bien parce que très souvent, en fait, je sais pas si les convocations étaient vraiment faites en bonne et due forme, mais comme c'était obligatoire, on pouvait contester une décision que parce que la convocation avait été irrégulière, notamment dans la forme, le contenu, le délai de convocation, etc. Donc là, je pense que pour les gens qui sont à deux, c'est formidable, c'est des avancées extraordinaires. Ah bah oui, ah bah bien sûr, ah bah oui, il faut avoir un registre d'assemblée, il faut garder le même formalisme, sauf que là, du coup, avant vous aviez convocation PV, là en fait vous n'aurez que le PV avec la feuille de présence, hein, parce que ça, évidemment, moi je vous encourage à quand même respecter le plus de formalisme possible, c'est-à-dire de faire une feuille de présence et garder le procès verbal et la preuve que vous l'avez bien notifié s'il y a des gens qui ont contesté, hein, puisque là... ce qui est nouveau à deux, puisque quand on était à deux, en fait, c'était soit vous mettiez d'accord, soit il n'y avait pas de décision, quoi. Donc c'était réglé. S'il vous plaît. Allô. Oui, bonjour. Je voulais savoir si le texte que vous avez présenté à l'écran est celui de l'ordonnance.
Alors pas du tout, parce qu'en fait, là, c'est la synthèse qui a été faite par rapport à l'ordonnance, parce que je ne sais pas si vous avez lu l'ordonnance, mais en fait, elle abroge. Alors du coup, vous savez sans doute qu'en fait, on va recodifier. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un texte final qui va être refait, qui reprendra tout ce qui a été supprimé, parce que si vous lisez l'ordonnance telle qu'elle est, telle qu'elle a été promulguée, c'est absolument indéchiffrable. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais bon. Il est possible de se procurer ce texte ou pas? Alors ce texte, il sera mis à disposition, je pense, auprès du salon. Alors peut-être qu'ils le diffuseront, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais il n'y a pas de problème, vous pouvez le retrouver sur le site de l'UNIS, en tout cas. unis.fr, on a de la documentation qui vous permettent de retrouver donc le condensé, puisque là, si vous retrouvez l'ordonnance, c'est facile, vous faites vous faites gouv.fr, vous allez retrouver le texte, mais alors le texte, il est totalement illisible. Hein. Est-ce que vous ne pensez-vous pas que ces nouvelles dispositions vont être l'occasion de foires d'empoigne, contrairement à la situation précédente, qui était plutôt une paralysie possible? Bon, alors, moi, je dirais, pour gérer des copropriétés à deux, qu'on était dans un système de paralysie. Pour les petites copropriétés, j'ai moins d'avis dans la mesure où, très souvent, nous ne sommes pas syndic que de tout petits immeubles, si vous voulez. Donc, je connais les problématiques que vous rencontrez quand vous êtes syndic bénévole, et je sais qu'on en entend des vertes et des pas mûres. Du coup, je ne sais pas si ça va être de nature à améliorer. En tout cas, pour les copropriétés à deux, on était les premiers, nous, enfin le syndicat professionnel que je représente, qui est l'UNIS, on était les premiers à demander une réglementation parce que c'était absolument ingérable. Et là, j'ai l'impression que finalement, parce qu'on a beaucoup discuté avec le gouvernement sur ces points, je crois qu'on a un texte qui va beaucoup améliorer les copropriétés à deux. Je pense. S'il vous plaît. S'il vous plaît. unis.fr, unis.fr. Attendez, je reviens à la page. C'est l'UNIS que vous voyez ici. Hein, c'est donc le syndicat qui représente les administrateurs de biens. Qu'est-ce qu'un syndic coopératif, s'il vous plaît? Alors, le syndicat coopératif, c'est une forme de gestion qui est entre le syndic professionnel et le syndic bénévole. Donc en fait, c'est une organisation un petit peu différente, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Mais je n'ai pas pu beaucoup approfondir sur le sujet, mais je peux revenir brièvement sur ça. C'est opter pour un syndicat coopératif. Hein. Du coup, j'avais dit que en fait, c'était assez difficile avant d'être dans un syndicat coopératif qui est un peu mieux foutu, si vous voulez, qui est un peu entre le syndic bénévole et le syndic professionnel, vous voyez, qui permet un certain nombre d'ajustements. Mais qui n'est pas tout à fait la même forme. Maintenant, vous pouvez opter par une décision d'Assemblée générale pour vous mettre en syndicat coopératif. C'est-à-dire, vous pouvez avoir par exemple un syndic et un vice-président syndic. Vous voyez, donc quand il y en a un qui n'est pas là, l'autre peut prendre la décision. C'est quand même beaucoup plus facile parce que n'oubliez pas cette notion de syndic. Hein, c'est très important. Parce que même si vous êtes deux, ou même si vous êtes dans une petite copropriété, vous avez un état descriptif de division, un règlement de copropriété, des assemblées à tenir, un syndic, etc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dispensé de tout ce formalisme. Justement, pour ce formalisme, en assemblée, des fois il est difficile d'assumer toutes les fonctions. C'est pour ça que la loi a prévu qu'on puisse faire appel à des tiers extérieurs. Alors jusqu'à présent, les syndics professionnels que nous étions, on était un peu réticents. Si vous voulez, par exemple, les plateformes, vous aviez des plateformes avec syndic pas cher, etc. Moi, par exemple, j'aurais jamais accepté une mission de syndic où je faisais que la compta. Parce qu'en même temps, quand vous êtes syndic avec toutes les responsabilités qui sont attachées au syndic. Donc moi, je ne prenais pas ce genre de mission. On a repéré sur Internet des gens qui en faisaient, c'était les comptables du syndicat. Ils payaient les dépenses, ils faisaient un état des dépenses, ils vous envoyaient ça, ils disaient « je suis syndic ». Ben non, parce qu'un syndic, c'est celui qui administre l'immeuble, qui en est responsable. Vous suivez les sinistres, ils venaient jamais au rendez-vous, ils connaissaient pas l'immeuble, ils préparaient pas l'AG. Du coup, pour moi, c'était pas des syndics. Alors là, du coup, on a l'impression que ce sera un petit peu plus facile. Vous pourrez tomber sur des professionnels comme nous, enfin assurés, etc., qui savent faire le job, par exemple comptables, et qui pourront vous mettre à disposition un certain nombre d'outils sans être syndic. Excusez-moi, je suis dans une petite copropriété où il y a un syndic bénévole, où il n'y a pas eu de réunion depuis 2012, depuis que je l'ai fait chez moi. Aujourd'hui, je vends mon bien immobilier, j'en ai racheté un autre, dont j'ai eu les 3 derniers PV de l'Assemblée générale. Mais là, actuellement où je suis, il n'y a pas de... Vous êtes sans syndic, voilà. Alors ça peut arriver. Hein, mais ça, ça concerne pas tout à fait le sujet que moi j'expose là maintenant, mais en fait, vous êtes démunis de syndic, voilà.
Donc après, il faut savoir quels sont, si vous rentrez dans ce Au processus-là niveau budget, ou pas. je pense oui. Au niveau budget. Alors peut-être que vous pourriez convoquer une assemblée où tout le monde serait là pour désigner un syndic, éventuellement bénévole, pour parvenir à vendre. Mais là, pour l'instant, vous n'avez pas de syndic. Et donc, ça peut poser problème pour la vente de Pour mon vendre, c'est appartement? pas idéal, forcément, parce que du coup, le notaire demande au syndic un certain nombre de choses, notamment l'immatriculation du registre, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que le monsieur de l'ANA, malheureusement, n'est pas venu. Parce que sinon, je pense qu'il vous aurait parlé de la fiche synthétique de copropriété, de toutes ces choses qui sont nouvelles et qui sont embarrassantes. Là, par exemple, vous devez être immatriculé. Donc ça veut dire que votre syndicat n'est pas immatriculé. Donc du coup, vous aurez une difficulté pour vendre, c'est sûr. Alors je ne sais pas de quelle nature, parce que je ne connais pas votre dossier, mais c'est vrai que ce n'est pas idéal d'être sans syndic. J'ai lu que dans le cadre d'un syndicat coopératif, le syndic bénévole, puisqu'il y a obligation d'avoir un syndic bénévole, il est élu non pas par l'Assemblée générale, mais par les conseillers. Voilà, par le comité syndical. Enfin, le conseil syndical. Voilà, les conseillers, donc conseillers. C'est pour ça que c'est une formule qui est intéressante. Voilà, mais si je suis le seul conseiller et je suis candidat en tant que syndic bénévole, je peux être élu par moi-même. C'est régulier. De toute façon, si vous êtes le seul, mais du coup, ce n'est pas tellement l'esprit, je pense, du syndic coopératif, puisque quand on dit coopératif, si vous voulez, c'est pour que plusieurs personnes puissent faire fonctionner le truc. Donc du coup, vous seriez plus le syndic bénévole, point, pas dans le cadre d'un syndicat coopératif. C'est-à-dire qu'il est interdit à... Ah non, c'est pas interdit. Je dis que bon, c'est pas donc l'objet du pas syndicat interdit. coopératif. Non, mais si justement je propose, et c'est accepté, une formule de syndic coopératif. Mais si vous êtes tout seul, vous pouvez vous élire tout seul. C'est régulier. Ça, c'est sûr. Mais Non, du coup, je vous dis, ça sort de l'esprit, pour moi, du syndicat coopératif. Tout à fait, mais est-ce que juridiquement, c'est régulier? Il faudrait vérifier, mais je vois pas d'obstacle à ça. Je vois pas pourquoi vous pourriez pas, du coup, vous élire seul, forcément. Mais encore une fois, c'est pas l'esprit de ce dispositif. Oui, mais s'il n'y a pas d'autres, si vous voulez... si, vous restez syndic bénévole. Oui, d'accord, mais je veux dire que c'est pas tout à fait la même, entité juridique. Si, c'est pareil. Enfin, oui. Si, il n'y a pas de différence. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de différence. Parce que dans un syndicat coopératif, justement, l'idée, c'est de se partager un peu les tâches. Du coup, il y a c'est l'esprit de cette formule de gestion, si vous voulez. Donc, si vous êtes seul, restez syndic bénévole, c'est pas la peine d'aller vers un syndicat coopératif. Oui, sauf que le syndic bénévole, il peut pas être en même temps président du conseil. Oui, mais là, vous avez vu que c'est ce que j'ai dit en prémisse, on n'a plus besoin de conseil syndical, ça ne sert à rien. Conseil syndical, de toute façon, dans des toutes petites copropriétés. Pourquoi? Parce que ça contrôle et ça assiste la mission du syndic. Mais quand vous êtes 3, est-ce que vous avez... Alors, il faut de la transparence, d'accord, mais est-ce que vous allez contrôler, surveiller ce que fait le syndic? C'est pas forcément. C'est pour ça que, du coup, c'est l'esprit de la loi. Ils ont dit, il n'y a pas besoin de conseil syndical. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, tout le monde y est ou personne ne l'est. Tout le monde est dans le conseil syndical ou personne. Bon, après, de toute façon... mais ça, c'est un débat idéologique. Hein, c'est pas... Vous parliez... Mais on a parlé, monsieur, des copropriétés de Saint-Cloud. Là, justement, on est opté pour un syndicat coopératif. Ça s'applique aux copropriétés de Saint-Cloud. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des copropriétés à deux parce que c'était quand même un vrai sujet. Bon, sur les copropriétés à deux, si on arrive à vous faire parvenir mon document, vous verrez que tout est expliqué. Hein. Je veux bien y revenir, hein, mais là, on a fait tout le tour des nouvelles règles sur les immeubles de moins de 5 lots, enfin de 5 lots ou 15 000 € de budget. C'est les mêmes règles qui s'appliquent actuellement? Oui, 5 lots juste, ça suffit, oui, c'est ça. 5 lots principaux ou 15 000 €. Les comptes bancaires aussi sont séparés? Alors maintenant, les comptes bancaires, de toute façon, maintenant c'est tout. Alors puisque vous savez que ça, c'était une règle qui ne concernait que les immeubles de moins de 15 lots. C'est-à-dire que vous pouviez demander une dérogation si votre immeuble avait moins de 15 lots. Du coup, ça a été abrogé. Ça veut dire que maintenant, en copropriété, quel que soit le mode de fonctionnement, le compte bancaire qui n'est pas séparé n'existe plus. Vous êtes obligé d'ouvrir un compte bancaire séparé pour la copropriété. Je voudrais savoir... Lots d'appartements
et un budget à 9 000 €. Eh ben, vous rentrez dans ce On dispositif. rentre dans ce Oui, cas. oui, Merci. absolument. Merci. Absolument. Ah ben, je crois que j'avais plus ou moins la même question. Moi, c'est 2 copropriétaires, plus de 5 lots, moins de 15 000 € de moyenne annuelle. Au niveau de la répartition des voix, ça se passe comment? Ben là, du coup, si vous n'êtes que 2 copropriétaires, Oui. vous êtes sur la règle. C'est ça qui est un peu compliqué dans ce dispositif, c'est vous rentrez dans le syndicat des copropriétaires à 2. Alors dans l'ordonnance, c'est bien séparé, hein, puisque vous avez la partie qui règle les petites copropriétés. C'est pour ça que j'ai essayé d'être le plus clair possible au début, mais c'est pas facile à comprendre. Les petites copropriétés et les copropriétés à 2, puisque c'est pas le même régime. Alors, dans ce cas-là, copropriété à 2, moins de 15 000 €, plus de 5 Non, lots. non. Copropriétaire à 2, ça n'a rien à voir avec les 15 000. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez très bien être 2 copropriétaires seulement et avoir un immeuble qui est plutôt grand. Un immeuble de famille où vous avez 20 logements, il n'y a que 2 copropriétaires, les règles s'appliquent, quel que soit le budget annuel, si vous voulez. D'accord. Et est-ce que... Précédente, c'est là pour le syndicat copropriétaire. Voilà. Donc là, en fait, il y a j'ai peut-être pas été suffisamment clair, même si je pense que c'est un peu compliqué. Matriculé en tant que syndic bénévole. Eh ben là, il faut aller sur le site de l'ANA, hein, le registre des copropriétés, donc qui était parfaitement fait. Donc, alors la personne qui était avec moi aurait pu vous en parler, puisque là, vous savez que c'est un organisme d'État, l'ANA, qui avait pour mission d'immatriculer toutes les copropriétés. Et du coup, il dispose maintenant des bases. Alors, il aurait pu nous dire d'ailleurs combien de copropriétés sont concernées par cette nouvelle réglementation. Malheureusement, on ne le saura pas puisqu'il n'est pas venu. Donc, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que pour la copropriété à 2, il y a obligation d'un compte bancaire séparé? Et il faut qu'il soit au nom de la copropriété ou est-ce qu'il peut être au nom d'un copropriétaire? Non, le compte bancaire séparé, alors tel qu'il est prévu par la loi, il est ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, alors par le syndic uniquement, et c'est un compte qui ne peut recevoir que les recettes du syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire les provisions et les appels de fonds travaux, et qui gère les dépenses. Donc maintenant, c'est obligatoire au 1er janvier 2021 pour toutes les copropriétés. Là, il n'y a pas de... Là, on ne peut pas se tromper, c'est toutes les copropriétés qui sont concernées. Donc 1er janvier 2021, donc pas encore maintenant. Pas encore maintenant. Je ne sais pas qui a parlé là, mais... Ah oui. Pas encore maintenant. vous avez plus d'un an devant vous. Oui, excusez-moi, je voudrais revenir sur les 15 000 € qui me Oui. préoccupent. On parle bien du budget de fonctionnement hors travaux? Hors travaux. Oui, c'est le budget de gestion au cours. Alors, c'est là, hein, budget prévisionnel moyen. Donc là, c'est un exercice. Quand vous faites votre budget prévisionnel moyen, vous savez que vous mettez que les charges qui sont des dépenses récurrentes de l'immeuble. C'est-à-dire que c'est hors dépenses exceptionnelles qui doivent obligatoirement faire l'objet d'appels de fonds travaux. Parce que vous soyez une petite copropriété ne vous exonère pas de toutes les obligations liées à la loi de 65, qui sont nombreuses. C'est pour ça qu'on vous incite tous à venir chez des syndic professionnel, même si ça coûte cher, le travail est bien accompli la plupart du temps et vous permet d'être conforme à la loi. Parce que c'est un exercice quand même, on en a parlé avec quelques-uns d'entre vous qui sont venus sur notre stand de l'UNIS. C'est vrai qu'aujourd'hui, être syndic professionnel, c'est quand même compliqué. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de risques juridiques liés à l'exécution d'une tâche qui est quand même lourde et qui juridiquement est quand même précise. Donc toutes les nouvelles règles qu'on vous a données, même si elles permettent d'améliorer le fonctionnement, si vous voulez, elles ne vous exonèrent pas de suivre les dispositions de la loi de 65 et des autres obligations administratives, fiscales, etc. Et aussi du registre des copropriétés de l'ANA, c'est-à-dire que même si vous êtes syndic bénévole, vous devez immatriculer. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je ne sais pas si on est au bout de notre temps, là. On a encore un peu de temps? Ah ouais. Alors, il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une pénalité si on n'a pas enregistré la copropriété? Alors, je crois que non, mais ça pose des difficultés, si vous voulez, en cas de vente, en cas de cession des lots.
Parce que les notaires maintenant sont très attachés à l'immatriculation du syndicat des copropriétaires. Et du coup, c'est embêtant en cas de cession. 1, 2. Pour la comptabilité, puisqu'il n'y a plus besoin de la partie double et facultative, donc il faut faire quoi? Il faut revenir à ce qu'il y avait avant? Comment on doit faire? Alors, bon, concrètement, je ne sais pas exactement comment étaient présentées les comptabilités de syndic bénévoles. Du coup, nous, si vous voulez, si on les assume en tant que syndic professionnel, je pense qu'on continuera à les faire tels que c'était prévu. C'est-à-dire qu'avec un bilan, des annexes qui concernent les travaux engagés, terminés, à clôturer, etc. Les excédents qu'on donnait pour les copropriétaires. Du coup, bon, l'idée, c'est de présenter des choses simples, mais vous n'avez pas besoin de la double comptabilisation RDB crédit avec des comptes de tiers. Là, vous ferez une comptabilité de trésorerie, quoi, simplement. Passer en charge banque. Alors après... Pour les AG, est-ce que les annexes comptables restent obligatoires? Alors, sous les réserves qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de double comptabilité, etc. Oui, vous avez besoin de donner un relevé général de dépenses, enfin tout ce qui était prévu, relevé général de dépenses, les excédents qui sont versés sur les provisions, parce que ça, tout reste, et établir un bilan comptable tout de même entre ce que doivent les différents copropriétaires, le fonds travaux, si vous avez un fonds travaux. Donc là, il faut que vous teniez... Oui, ça ne vous exonère pas de toute comptabilité. Hein. Parce qu'attention, quand vous êtes syndic bénévole, il faut quand même jouer la transparence, c'est-à-dire qu'il faut produire des comptes. Hein. Et nous, on le voit quand on récupère des immeubles qui sont gérés par des bénévoles, souvent, on a un quart des données. Hein. Voilà, donc on reconstitue ce qu'on peut et très souvent il y a des choses qui disparaissent. Alors, enfin, qui disparaissent, mais encore une fois, c'est pas parce que les gens ont pris de l'argent, c'est juste que parce que c'est un exercice. Si vous voulez aujourd'hui faire de la comptabilité telle qu'elle s'est prévue par le décret SRU, qui doit dater maintenant de 10 ou 15 ans, c'est une comptabilité très précise et très réglementée. Hein. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui. Je suis dans une petite copropriété qui correspond à moins de 15 000. On est 9, mais c'est vraiment c'est une résidence secondaire. Et donc le syndic bénévole a décidé de faire lui-même le ménage parce que la femme de ménage était, paraît-il, pas bien. Mais alors, je voudrais bien qu'il y ait un contrat, au moins, de prestataire. Alors ça se fait entre qui et qui dans ce cas-là? Parce que lui le fait moyennant rémunération. Oui, il se fait payer, mais il ne nous a même pas donné de compte là. Alors je bataille avec lui pour avoir au moins les comptes, savoir ce qu'on a dépensé sur l'exercice précédent. On n'en sait rien. Vous savez, on joue des trucs très conviviaux. C'est ce que je disais sur la comptabilité, c'est-à-dire que le fait de présenter les choses de manière simple vous empêche pas d'être transparent. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous soyez transparent, que vous donniez les chiffres tels qu'ils ressortent de la comptabilité. Alors vous y verrez plus clair quand il n'y aura que des comptes séparés, parce que très souvent, en fait, c'est nébuleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas demander au syndic bénévole l'extrait bancaire, puisque en fait, la plupart du temps, il n'y a pas de compte bancaire séparé. C'est-à-dire que le copropriétaire, il le fait sur son compte perso, il encaisse les chèques. Mais oui, jamais su il n'existe pas. Voilà. Ah oui, il n'existe pas, le compte bancaire, c'est sûr. Vous voyez les magouilles possibles. Hein, ils se payent. Moi, je ne suis pas là pour gérer ça, mais je suppose que ça peut exister, évidemment. Écoutez, en cas de problème, quel recours on a dans ce cas-là? De toute façon, vous pouvez toujours saisir le juge. Là. On peut toujours saisir le juge d'instant. Ça dépend de la nature de votre créance, mais là, ce sera le juge d'instance, oui, pour si c'est une créance qui est de moins de 10 000. Mais je ne sais pas non plus. Ça, c'est une question encore à poser. Ça dépend de la nature de votre litige. Je ne peux pas y répondre. Je crains des malversations. Voilà, non, mais ce qu'il faut, c'est essayer, si vous êtes, vous, des syndics bénévoles, ce que je pense pour la plupart, essayez d'être le plus transparent possible, parce que même l'exercice, si vous voulez établir des charges, quand vous avez moins de 15 000 euros de charges par an sur un tableur Excel ou même avec un peu de crayon, c'est pas non plus très compliqué de faire une comptabilité. Hein.
quand on a moins de 5 copropriétaires, l'exercice est quand même pas énorme, il faut reconnaître. Ce qu'il faut, c'est être transparent, même si c'est pas fait comme le ferait un syndic professionnel. Mais enfin, il faut savoir que les syndics professionnels, j'y reviens, nous, vous avez du mal à les prendre parce que souvent on est un peu cher, parce que nous, on a beaucoup de responsabilités, on est assuré, on a des garanties financières, on a des systèmes de fonctionnement qui fait que forcément ça revient un peu cher pour les syndics bénévoles, mais après le travail est bien fait. Quelqu'un voulait prendre le micro encore? Oui, madame, vous aviez une question? Où est la... Merci. Simplement par rapport à l'immatriculation d'une copropriété, au-delà de cette immatriculation, est-ce qu'il y a une obligation de dépôt des comptes chaque année auprès de ce même répertoire? Oui. C'est tout l'intérêt de ce dispositif parce qu'en fait, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui est l'organisme d'État qu'a choisi le gouvernement, je pense qu'ils sont là aussi pour nous faire... alors c'était l'objet de la venue de la personne, c'était de nous dire justement... quels sont les bilans, quels sont les résultats aussi environnementaux, puisque en fait, maintenant ils vont pouvoir faire des stats puisqu'ils disposent en fait des bilans de toutes les copropriétés de France. Donc en fait, ils vont être capables de nous donner des chiffres que tout le monde ignorait en réalité. Parce qu'ils ont les nombres de lots, ils ont la fiche descriptive de la copropriété, etc. Donc ils vont être capables sans doute dans l'avenir de nous faire des classifications d'immeubles pour qu'on sache quels sont les immeubles énergivores, par exemple. C'est-à-dire, c'est un peu l'objectif, je suppose, que le gouvernement a confié à l'ANA ce job, puisque l'idée aujourd'hui, c'est de se faire une idée de l'environnement aussi, de prendre en compte ces facteurs par rapport aux dépenses que vous avez. Alors s'il n'y a pas de chauffage commun, je dirais que oui, là l'exercice est moins intéressant pour l'État. Bon, voilà, sans doute. Malgré mes nombreuses insistances, notre syndic professionnel ne nous a pas immatriculés. Oui. Comment faire? Changer de syndic. Oui, mais avant. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre en jeu sa responsabilité. On ne va pas lui balancer un référé. Non, pas un référé, mais c'est-à-dire que là, ça peut justifier. Ça veut dire déjà qu'il n'est pas bon. Donc de toute façon, il faut le changer. S'il ne vous immatricule pas, c'est qu'il ne respecte pas la loi, donc il n'est pas bon, il faut le changer. Et quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est ce que je disais, en cas de mutation, c'était quand même embêtant, parce que du coup, si demain, vous voulez vendre votre bien, vous n'aurez pas d'immatriculation, et lorsqu'elle n'a pas été faite dans les délais, c'est un exercice beaucoup plus compliqué, parce que, alors moi, curieusement, ça m'a étonné, et ça, j'aurais aimé en parler avec la personne de l'ANA, parce que nous, on s'est dit, oh là là, l'ANA, mais qu'est-ce que vient faire l'ANA dans cet exercice? Et en fait, je peux vous dire que ce qu'ils ont créé, c'est un outil formidable qui marche très très bien, qui est extrêmement facile d'utilisation, avec lequel nous, en tant que syndic, on n'a quasiment aucun problème. Alors c'est vrai qu'on a des outils adaptés pour la transmission automatique des données, etc. Mais on a des passerelles informatiques avec eux, et vraiment l'exercice est très simple. Et ça marche super bien. Et donc il a encore moins d'excuses, votre syndic. Et un copropriétaire ne peut pas immatriculer sa copropriété? Non, ça peut être le syndic ou le notaire. Ou le notaire? Ou un notaire. En cas de vente? En cas de carence, il peut y avoir un notaire qui puisse procéder à l'immatriculation. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame. Du coup. Là, juste avant. Est-ce que le représentant de l'ANA, sera présent demain ou pas? Ça, je n'ai aucune idée, parce que je ne sais même pas la raison pour laquelle il n'est pas là. Donc, je ne peux pas du tout vous dire. Vous dites que c'est simple, effectivement, d'immatriculer une copropriété. Nous, en tant que syndic professionnel, si vous voulez, on a considéré que c'était simple. Alors après, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas syndic bénévole. C'est simple à immatriculer, je peux vous confirmer, mais par contre, si on a besoin de les joindre, c'est absolument impossible. Peut-être. Il n'y a que des échanges par mail, et au bout de 3 mails, il y a un refus, on vous bloque votre dossier, et vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Ça veut dire de nouveau une codification. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était dissuasif quand même pour des gens qui vont le faire de façon bénévole. Il faut vraiment... je trouvais que c'est pour ça qu'on recommande de faire gérer vos immeubles par des syndics professionnels. Oui, tout à fait. Si possible. Voilà. Maintenant, effectivement, c'est toujours le cas de petites copropriétés avec des petits moyens. Et voilà. Je comprends. C'est tout le problème. Bonsoir monsieur. Comment faites-vous quand Citia, syndic professionnel de haute qualité, a fait une déclaration fausse à l'ANA?
C'est d'ailleurs fausse. Erreur sur le nombre de lots, erreur sur la Ah. période de comptabilité, erreur sur les fonds de la comptabilité, de la propriété. Bah, là, de toute façon, vous avez un syndic qui est assuré. Alors après, il faut voir, c'est une faute qu'il a commise dans le cadre de son contrat. Donc il faut que vous regardiez avec lui. Déjà, je suppose qu'il vous a pris de l'argent pour faire ça. 420 €. Donc ça, il pourrait peut-être être condamné à vous les rembourser. Mais ça, après, c'est un litige entre un syndic et vous. Mais Comment vous faites pour faire rembourser ces 420 €? bah, s'il ne veut pas le faire spontanément, vous pouvez saisir le juge. Hein. Quel juge? Bah, là, ça va être un juge d'instance. Hein. Mais enfin, la créance est toute petite, hein, évidemment. Je suis d'accord. Et pour la correction? Pour les corrections, puisqu'il y a 3 erreurs? Sur les quoi? Ah bah sur les corrections, il doit pouvoir les apporter. Hein. Alors je sais plus. On peut toujours modifier des données à l'ANA. Hein. Il suffit qu'il fasse. Enfin, on a un système de communication qui est quand même relativement simple avec eux. Moi, je disais que ça marchait plutôt bien. Moi, c'est mon cas personnel. Maintenant, je ne sais pas comment il a pu connaître ces erreurs. Il y a peut-être. Je ne peux pas vous dire. Elles sont faites. Enfin, moi, je ne suis pas là pour condamner les syndics. Hein. L'objet de ma réunion, c'était sur les syndicats. Enfin, vous avez compris. Hein. Donc, moi, je peux pas. Après, je ne cherche pas à exonérer Citia. Changer de syndic, c'est déjà. C'est fait. Tout ça, c'est voilà. fait. Ah, bah, c'est bien. Voilà. Mais les corrections, il faut les apporter maintenant. Bah, c'est-à-dire que c'est une demande de remboursement que vous pouvez exercer. Hein. Sinon, vous saisissez le magistrat. Bon, après, c'est vrai qu'est-ce que ça vaut le coup pour 500 €? Je ne suis pas très sûr. Mais La demande de remboursement a été faite par recommandé. Ouais. Et il ne répond pas. Ouais. Bah, oui. Après, il n'y a que le magistrat, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, si son syndicat professionnel, alors je ne sais pas où il est, mais vous pouvez regarder quel syndicat professionnel chez quel syndicat professionnel il était et de faire une demande auprès du syndicat. Et son assurance responsabilité professionnelle oui, bah, vous pouvez la saisir. Bah, vous pouvez la saisir, mais comme il y a une franchise, forcément, vous serez remboursé de toute façon moins la franchise. Là, si vous parlez de 400 €, il y aura 420 €, oui. Ouais. Saisissez le syndicat professionnel de Citia. Merci, monsieur. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet? Non. Bien, merci de votre participation à tous. À bientôt.